Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle de la promesse d'achat et le pointage de crédit. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, les jeunes Québécois ont encore espoir d'être propriétaires d'un immeuble au Québec. Et à leurs yeux, c'est un objectif qui est réalisable malgré les obstacles tels que la hausse des taux d'intérêt. C'est du moins ce qui révèle un sondage à Lepage. Tu vois mon agence. Exactement, ton agence. Et les données montrent que 81% des Québécois appartenant à la génération Z et à la cohorte des jeunes milléniaux, donc les personnes entre 1986 et 2006, estiment que l'accession à la propriété est un bon investissement. On le sait que les taux ont baissé à 2 reprises et j'aimerais savoir si toi, tu as dans tes clients des jeunes milléniaux qui débutent maintenant leur aventure d'acheter une propriété. Oui, mais juste avant de commencer, je vais juste voir la stat de 81%, là, avant de dire que si j'ai des clients milléniaux, là, je trouve ça vraiment élevé. C'est rare qu'on ait une stat aussi élevée. C'est d'une grosse majorité qui croit en un élément. Fait que là, 81% des jeunes de la génération Z puis des jeunes milléniaux pensent que c'est un bon investissement d'acheter une maison. C'est quand même fou, c'est quand même assez élevé. Puis ça, c'est la preuve. C'est la preuve. C'est que depuis 50 ans au Québec, l'immobilier, là, ça n'arrête pas d'augmenter. Ça a vraiment une bonne augmentation dans le temps. Si on compare à d'autres pays, là, comme l'Italie, la moyenne, je pense que c'était 1% en plus que 20 ans d'augmentation moyenne là, dans le pays. Au Canada, là, c'est comme depuis 50 ans, c'est énorme là, le pourcentage. Fait que ça, je trouve ça quand même vraiment intéressant de soulever ce point-là. Puis finalement, ben oui, j'ai des clients milléniaux, évidemment. Là, moi, je suis un milléniaux moi-même. Là, fait que j'ai beaucoup de clients acheteurs, premiers acheteurs milléniaux et génération Z. Là, mais mettons milléniaux 30 ans, là, 35 ans, j'en ai beaucoup. Perfect. Check, tu as raison de te poser cette question parce que tu vois, le pourcentage est légèrement inférieur à la moyenne nationale. Oui, ça, j'avais vu ça. Mais ça, c'est le pourcentage de savoir si c'est un bon investissement d'acheter une propriété, Mais après ça, le pourcentage est plus élevé au Québec par rapport à ceux qui croient qu'ils peuvent acheter. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Tu sais. Donc, il y a 64% qui croient qu'être propriétaire est un objectif réalisable. Ouais. Comparativement à 54% au Canada. Exact. Et les jeunes ontariens sont les moins enclins de dire que cet objectif est possible. Oui, ça, c'est normal à Toronto. Là, ben là, il n'y a pas juste Toronto comme ville en Ontario, là, mais à Toronto, les prix sont tellement élevé. Là. Fait c'est sûr qu'eux autres sont plus réalistes dans le sens par rapport à leur prix de leur province. T'sais. Mais au Québec, à Montréal, les prix sont très accessibles. C'est dans les meilleurs prix, je pense, où est-ce que les grosses métropoles. Là. Si tu compares Vancouver à Toronto, à Montréal, puis les banlieues, c'est là que les prix sont les meilleurs si on compare à Toronto, Vancouver. Exact. Fait que 64%, c'est quand même assez élevé. C'est plus qu'un sur deux qui sont confiants de pouvoir acheter dans les prochaines années. Exact. C'est vraiment encourageant quand il y a une bonne attitude et de l'espoir dans le futur. Ben, c'est parce qu'il y a de l'espoir pour vrai. Les prix sont bons. Les prix là, sont quand même au Québec. C'est possible. Mais une maison, mettons, mettons à Toronto, quand c'est juste des maisons à 800 000 en partant, même 1 million, c'est impossible. Mais si, mettons, au Québec, à 400 000, tu peux trouver quelque chose. Si tu es capable de faire des travaux, tu vas être capable à 400 500 000, c'est possible. Yep. Et check ici, donc, pour réaliser leur objectif à l'accès en propriété, près de la moitié des jeunes au Canada qui prévoient acheter, donc 47% qui prévoient acheter, économisent régulièrement une partie de leur revenu en vue d'une mise de fonds. Ouais. Tandis que 37 réduisent leurs dépenses.
Fait qu'il y a un pourcentage, 1 sur 3, qui réduisent leurs dépenses pour économiser une mise de fonds. Fait que tu vois qu'ils ont une bonne... ma génération a une bonne mentalité d'épargne pour acheter, c'est bon. Exact. Check. Près de la moitié, donc 47% des répondants ont affirmé qu'ils ne recevraient aucune aide financière de la part de leur famille. Ouais. Alors que 32% en recevront une forme de soutien financier. Ouais. Puis ça, j'en ai beaucoup, tu sais, des parents qui prêtent 20 000, 25 000 à leurs enfants. Fait que, tu sais, il y en a, tu sais, des baby boomers qui ont fait du cash, là, puis ils peuvent se permettre de prêter plusieurs dizaines de milliers de dollars ou juste quelques milliers de dollars à leurs enfants. Moi, je vois souvent ça. Ou sinon, des fois, c'est des prêts, tu sais, sous forme de dons, là. Fait que c'est quand même, 30%, c'est 1 sur 3. Fait que ça arrive souvent. Fait que ça, tant mieux, ça aide beaucoup les jeunes. Exact. Et pour acheter une propriété, tu as besoin, oui, d'une bonne attitude et de l'espoir. Mais tu as aussi besoin de l'argent. On en parlait. Donc, il y en a qui économisent, il y en a d'autres que c'est leurs parents qui les aident. Mais ça prend aussi un code de crédit, un pointage de crédit. Parce que, on va être direct là, la plupart du monde vont avoir une hypothèque, vont contracter un prêt hypothécaire pour l'achat de leur propriété. Oui. Fait que la banque, en plus de la mise de fonds, il ne faut pas juste ça. Il faut une bonne code de crédit. Voilà. Il y a d'autres éléments qu'il faut aussi, là. Mais ouais. Puis le code de crédit, ben, tu sais, c'est quoi? C'est une cote de 0 à 1000. Malgré que j'ai jamais, peut-être 999, là, j'ai jamais vu 1000, moi, personnellement, mais j'ai déjà vu une cote de crédit de 980, je pense. Je pense que c'est la meilleure cote que j'ai vue de ma vie. Oui, c'est vrai que ça existe. C'est vrai que ça existe, mais les... mais une bonne cote de crédit, c'est 700 et plus. Exact. 680, c'est correct. Je pense que des banques peuvent l'accepter, là, mais il faut que ça soit en haut de tout ça. En bas de ça, c'est que c'est une cote moyenne, là, puis sinon une mauvaise cote, là, mettons 300, 400, ça c'est extrêmement mauvais. Fait que c'est quoi une cote de crédit? Ben, les bureaux de crédit, ils ont une méthode de calcul, ils ont accès à nos données, à des données financières, puis nos habitudes là, de paiement, puis ils ont accès aussi à nos cartes de crédit, ces montants-là. Puis, l'exemple Bell, là, si tu ne payes pas Bell, ben là, ils peuvent envoyer une mauvaise. Ils peuvent envoyer une note au bureau de crédit, puis là, ça peut baisser ta cote. Fait que le bureau de crédit, lui, il y a une méthode de calcul propre à lui que personne ne sait vraiment à 100%. On sait un peu, tu sais, c'est quoi, là, comment, mais puis en fonction de nos habitudes de crédit, ben, il va établir une cote. C'est là que si tu as une cote en haut de 700, à partir même en 660 que tu m'avais montré, là, peut-être 160 et plus, ça peut être bon, mais 700, c'est bon. Je me souviens que les hypothèques n'étaient pas calculées dans les codes de crédit. Dans le temps? Dans le temps, oui. OK. Claire. Donc, au Québec, je parle. OK. Tu avais ni les abonnements du cellulaire ou quelque chose comme ça. Ouais. C'était pas inscrit. Maintenant, c'est inscrit. Vidéotron, Bell. Il y en a qui t'oublient une facture de Bell de 30$ et tu as une mauvaise cote. Des fois, c'est un peu extrême. Là. Exact. Mais maintenant, c'est les prêts hypothécaires aussi. Ouais. Fait qu'il faut faire attention. Exact. Et tout changement à ton emploi, à ton adresse, et c'est indiqué aussi qui influence les pointages. Mais pour summarize le tout, donc la cote de crédit est essentielle pour obtenir un prêt hypothécaire. Ça, on s'entend. Ou n'importe quel prêt. Mais là, malgré que les prêts auto, les autres, ils prêtent à n'importe qui. Là. Exactement. Première, deuxième, troisième, cinquième chance de crédit. Ouais. Mais une des places les plus sévères, ça va être pour les obtentions d'un prêt hypothécaire. Ouais. Exact. Fait que, en haut de 700, c'est bon. En haut de 800, c'est excellent. Puis là, 900, ben là, c'est un crédit incroyable. Puis, des fois, les gens se demandent, ils ont un mauvais crédit, mettons. Mais ils disent, crime, j'ai jamais eu de paiement en retard. Mais là, check les cartes de crédit, tu sais. Mettons que, parce qu'il y a un calcul des bureaux de crédit, il faut que ça soit en bas de 40 ou 30% de ta carte de crédit totale.
Fait que si tu maintiens tout le temps ton montant en bas de 30 ça va être bon pour le crédit. Si elle est tout le temps à 80 85 90 ou ta carte de crédit est pleine, mais que tu as tout le temps le paiement minimum, c'est pas suffisant. Les autres, pour eux, ils voient qu'il y a un risque si jamais tu tiens tout le temps ta carte de crédit au maximum. Fait que ça pourrait faire baisser ta carte de crédit si jamais tu tiens tes cartes de crédit tout le temps à full. Fait que une des méthodes de faire monter la cote, c'est de payer des gros. C'est d'avoir 40 ou 30 de moins de minimum, là, même maximum, je veux dire, Maximum, oui. du prêt sur la carte de crédit. Ça doit avoir moins de 40 de prix, si on veut, sur ta carte de C'est ça. crédit. Exact. Fait que 6 000 ben, il faudrait que tu tiennes à 400 et moins. Mais je ne suis pas sûr que c'est 30 ou 40 Je pense il me semble que c'est 30 ou 40. 30, 40, là, 35. Tu mets ça en bas. Idéalement, c'est de la tenir à zéro. Là. Exactement. C'est ça. Mais quand même, un peu utiliser ton Oui, crédit. c'est ça, parce que si tu gardes une carte à zéro, des fois, ça se peut que ça ne joue pas nécessairement. Parce que c'est comme, je me souviens plus qui avait dit à la radio. Souvent, quelqu'un, il a une carte de crédit de 5 000, il la paie au complet, puis il ferme sa carte. Parce qu'il n'en veut plus de carte, parce que pour lui, c'est une mauvaise habitude. Mais là, ça fait en sorte que ça ne va pas nécessairement être bon, parce qu'après ça, ils ne prennent plus compte comme s'il y avait une carte de crédit. Fait que ce qu'il faudrait faire, c'est que tu payes ton 5 000, puis là, tu ne l'utilises plus pendant plusieurs mois, mais là, ça va démontrer que tu es capable de. Côté risque, tu es capable de gérer une carte de crédit. Fait que ça serait bon de la garder. Si tu as une carte pleine, tu réussis à la payer, garde-la un peu. Je sais que ça coupe là, au pire, tu ne peux pas l'utiliser, puis oublier les numéros. Là. Mais c'est bon de la garder pour augmenter la cote. Là. Exact. Et donc, la cote de crédit, elle est calculée par Equifax et TransUnion. Exact. Donc, ils sont les deux principaux bureaux de crédit au Canada. Ouais. Qui recueillent, comme on avait dit, les renseignements de vos créanciers, vos habitudes de consommation de crédit. Donc, c'est juste pour clarifier, les méthodes de calcul diffèrent d'une agence à l'autre. Ouais. Et aussi, ils changent constamment. Donc, le dossier de crédit comporte deux volets, qui est la cote de crédit et le pointage. OK? Donc, on va faire la différence. La cote de crédit se compose d'une lettre, généralement R pour le crédit renouvelable. J'ai déjà vu A, des lettres A, des lettres I. Parce que je connaissais juste le Bacon Score. Là. Ouais, donc, je vais l'expliquer. La cote de crédit, disons que tu as un paiement d'auto et ton paiement d'auto est toujours à jour, tu n'as jamais des retards 60 jours et plus, ou 90 jours plus, ou 30 jours et plus, parce que c'est ça les catégories. Alors, on va garder ça simple. Là. Ta cote, elle va être R1. OK? Parce que tu as toujours payé ton prêt. OK. Et il est en good standing, si on veut. Okay. Si tu as des retards, mais là, ça peut aller à R2, R3, R4, peu importe. OK? Ça, c'est la cote de crédit. OK? Le Beacon Score ou le pointage de crédit est le nombre qui est généralement entre 300 et 900 qui détermine la solvabilité. Exact. Et donc, un score plus élevé est plus préférable, juste pour être clair. Et les cotes, comme on avait parlé, 660 à 724 sont considérées bonnes, 725 à 759 très bonnes et 760 et plus excellentes. Okay? J'avais dans 0 et 1000, là, mais ça, c'est 300, 900. Oui, exactement. Voilà. Donc, je vais juste prendre un exemple. Là. Donc, quand on achète un téléphone cellulaire, on règle les factures en temps pour assurer avoir un bon historique. Ouais. C'est le même principe pour les factures cellulaires, électricité, Internet. Donc, de là, l'importance en plus du crédit qui nous est donné ou permis, si on veut, là, et qui ne doit pas dépasser 30% de notre limite de crédit. On avait parlé de 30, 40, 50, mais ici, c'est 30, ça l'explique. Le pointage va être influencé par tous ces éléments.
Et pour améliorer sa cote de crédit, il faut gérer son crédit de manière responsable. Obviously, ouvrir un compte bancaire, avoir une carte de crédit, payer les factures à temps et son loyer. Parce que ça, c'est une chose que je voulais préciser, c'est que le premier ministre, tu sais, il veut ajouter l'historique des loyers au crédit maintenant. Ici en Alberta, ça se fait depuis longtemps, là, je ne sais pas là, depuis combien de temps, mais parce que le problème des loyers, c'est que tu ne payes pas puis ça n'apparaît pas au bureau de crédit au Québec. Et voilà. Comme les hypothèques, je te dis, il y a 20 ans, les hypothèques n'étaient pas... voir si tu as un historique au TAL. As-tu des historiques? Là, mais là, parce que si le gars fait juste tout le temps payer en retard, mais il n'a jamais rien au TAL, on ne peut pas le savoir. Et voilà. Il faudrait que le gars ait eu un recouvrement au TAL ou il y a des procédures au tribunal administratif du logement, là, qui est anciennement la régie du logement. Fait que si la personne a pris tout en retard, mais le propriétaire n'a jamais rien fait parce qu'il accepte tout le temps que c'est le 5, personne ne va le savoir. T'sais. Fait que si tu es un bon payeur, ça peut valoir la peine de demander de déclarer le loyer. Exact. Ça, c'est vraiment, ça va augmenter ta cote. Ça. Exact. Là, on peut en ce moment le faire au Québec, c'est ça? Parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Moi, je ne connaissais pas ça, je ne savais pas. Oui. Ça a été déjà qu'il y a quelques mois, le premier ministre du Canada a annoncé. Tu te souviens quand il parlait on est en retard sur la construction et qu'il va investir des milliards avec des maisons pareilles. Là, on a déjà fait un podcast, un mini-podcast là-dessus. Puis c'est là-dessus qu'il disait que les gens, les locataires, ils sont désavantagés parce qu'ils ne bâtissent pas leur crédit s'ils n'ont pas d'hypothèque. Fait qu'il faudrait que le loyer soit sur le crédit. Mais c'est vrai, pareil. C'est vrai. Mais en même temps. Ça arrive à payer 2000$ par mois de loyer, tu sais, c'est bon. Exactement. Non, mais c'est un truc pas double tranchant, le gars qui paye mal. Voilà, c'est ça mon point. En même temps, il faudrait que le propriétaire soit malhonnête de vouloir nuire au locataire. Là. Mais quelqu'un qui sait qu'il ne manquera jamais un paiement, là, ça peut être bon. T'sais. Exact. Donc, pour finir avec le pointage de crédit, un score inférieur à 600, là, c'est vraiment rend l'accès au prêt très difficile, surtout en temps où les taux sont plus hauts et les banques font attention. Ouais. Et un score plus de 700 facilite l'obtention des prêts. C'est tout à fait normal. Donc, en d'autres mots, une meilleure cote de crédit permet d'économiser beaucoup sur les intérêts. Ah oui. Aussi, on se fait accepter plus rapidement avec moins de troubles ou moins de papiers à demander. Et le taux d'intérêt peut être plus bas. Ça, c'est une chose. Là, on parle juste du pointage de crédit indépendamment à l'hypothèque ou à un prêt. C'est que lorsque tu as un bon crédit, tu vas avoir des meilleurs prix en général partout, mais un endroit où c'est important, c'est les assurances. Lorsqu'on a un pointage de crédit très avantageux, les prix des assurances, que ce soit pour une maison et pour un auto, sont beaucoup plus bas. Ouais. Beaucoup plus bas. Bon. OK? Donc, j'ai vu des gens où on va prendre l'exemple d'un auto. Il y a eu moins de réclamations, mais avec un meilleur dossier de crédit, il y a eu un meilleur prix pour l'assurance d'un auto. Donc, c'est très, très important la cote de crédit. Parce que c'est un risque. Les autres, mais c'est quand même chiant. Tu as un mauvais crédit, tu as de la misère à payer tes affaires, puis ils vont te charger plus cher parce qu'ils veulent prévoir une future. Le risque que peut-être tu ne paieras pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un petit peu intense. Mais en tout cas. Exact. Mais c'est le par David, rapport au risque. Ouais. Est-ce que tu veux nous conter ton anecdote? Mais juste avant de continuer l'anecdote, je veux juste dire, après ça, oui, la carte de crédit qui est important, mais après ça, ce que les banques vont vérifier aussi, c'est beaucoup les revenus des 2 dernières années. Puis est-ce que la personne a un emploi stable? Fait que c'est pas que la cote. Fait que c'est mise de fonds, cote, puis revenu. Puis après ça, c'est le taux d'endettement. Par rapport à ton revenu. Si tu as plein de prêts auto, là, c'est ça qui tue le plus souvent, là, parce qu'ils en veulent plus d'argent. Fait que, ce qu'il faut, c'est avoir. Chaque institution financière a leur propre calcul. Là.
de taux d'endettement. Fait qu'idéalement, c'est d'aller voir un courtier hypothécaire. C'est la première étape avant de magasiner une maison, c'est le courtier hypothécaire. D'où je vais arriver dans mon anecdote avec ça. Fait que le courtier hypothécaire va pouvoir le dire. Dépendamment, il faut pouvoir calculer le ratio d'endettement puis en fonction de chaque institution financière. Là. Fait que finalement, c'est ça. C'est important d'avoir un bon revenu. Quelqu'un qui paye en dessous de la table, c'est pas bon. Tu as beau avoir la meilleure carte de crédit du monde. Si tu fais 50 000 en dessous de la table puis 20 000 déclarés, ben, il n'y a aucune banque qui va te prêter. Fait que c'est l'autre élément, c'est des revenus déclarés légaux. D'où j'arrive à mon anecdote. Moi, ça fait. C'est une petite anecdote, là. C'est parce que les gens, souvent, moi, je parlais à mon père, là, 2-3 jours, là. Excuse-moi, là, une semaine ou deux. Puis là, il me dit, comment ils vont faire les jeunes d'aujourd'hui pour acheter? Ils ne pourront plus rien acheter, c'est impossible. On parlait de ça. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent de ça. Comment que les jeunes vont faire pour acheter depuis la hausse des prix. Mais il y a une lumière au bout du tunnel quand même. Au Québec, oui, les prix sont chers, mais ils étaient vraiment pas chers il y a 5 ans. Puis même avant, comparé aux autres provinces, là, ça a beaucoup augmenté. Il y a des places qui ont augmenté de 100 là. Mais encore là, si on compare aux autres métropoles, c'est pas extrême encore. Là. Une maison à 500 000, c'est possible. Mais souvent, il faut être deux, par exemple. Il faut être en couple. Là, tout seul, c'est plus dur. Là. Mais acheter une maison de 500 000, ça peut être possible. Parce que moi, ça fait 2-3 ans. Depuis le début de la COVID, mettons. Même après, là, moi, j'ai souvent des acheteurs qui m'appellent. Ils veulent acheter. Fait que là, sa première étape, moi, je le réfère toujours à mon courtier hypothécaire. Puis pourquoi un courtier hypothécaire? Parce qu'ils ont accès à toutes les institutions financières. Fait que tu peux magasiner toutes les institutions financières, le meilleur taux, les meilleures conditions, meilleures pénalités hypothécaires. Si quelqu'un qui rembourserait avant la fin du terme, ça, c'est quelque chose que c'est important de vérifier aussi. Versus d'aller voir une banque directement. Fait que, souvent, il y a du monde qui vont référer aux banques. Les courtiers vont certains courtiers vont référer à des banques parce qu'ils ont une cote sur la banque plus grosse qu'avec un courtier hypothécaire. Fait que c'est un peu un conflit d'intérêt pour moi, en tout cas, à mon avis. Là. Moi, je pense qu'il faut toujours aller voir un courtier hypothécaire et non aller voir une banque en direct. C'est parce que la banque en direct est fermée. Tu ne peux pas négocier avec les autres institutions financières. Fait que tu ne sais pas ce que les autres offrent, finalement. Fait que moi, ça, je fais. Je réfère mes acheteurs à mon courtier hypothécaire. Lui, ça arrive des fois, l'acheteur, il dit c'est impossible d'acheter. Mais au lieu de fermer le téléphone et de dire hey, tu ne peux pas acheter, rappelle-moi, dans 3 ans, lui, ce qu'il va faire, c'est plutôt il donne la marche à suivre. Il va dire de un, si tu veux acheter, tu as besoin de tant de mise de fonds selon la maison que tu veux. Exemple, tu veux un type de maison X. Là. Si tu veux une maison à 500 000, il faut que tu aies tant de mise de fonds. Le minimum, c'est 6,5 là. Les gens ils pensaient 5 mais c'est parce que la banque elle veut vérifier si c'est capable de payer les frais connexes, dont la taxe de bienvenue. Fait qu'ils vont vouloir 1,5 de plus. Fait qu'il faut que tu regardes de prouver minimum 6,5 Ça, c'est le gros minimum. Fait que là, il va expliquer. Tant de mise de fonds, après, il va dire t'es pré-auto, t'es mieux peut-être d'en payer un ou d'enlever une voiture. Parce que c'est l'élément qui enlève le plus de capacité financière. Puis finalement, j'ai un blanc, c'est mise de fonds. Je parlais de mise de fonds. Mais bref. Puis finalement, ça, il va dire, fait que là, il va faire un plan d'action avec l'acheteur, puis il va dire, tu vas pouvoir acheter, exemple, dans 2 ans, 3 ans. Ah, ça, il va peut-être checker aussi le métier, t'es peut-être mieux, tu as une nouvelle job, t'es peut-être mieux d'attendre d'être établi dans ton travail, tu sais. Fait que là, avec tout ça en main, là, souvent, ça m'arrive, l'acheteur, ça fait 2-3 acheteurs, mettons, dans les dernières années, qui m'ont rappelé dernièrement, hey, on est prêt à acheter, il appelle mon courtier hypothécaire, tout est en règle, parce que là, il y avait un plan d'action mis en place, tu sais. Fait que c'est ça mon anecdote, finalement, c'est pour dire, c'est possible, tu peux acheter, tu sais. Fait que ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un plan d'action en place. Puis c'est ça. Puis se monter le plan, être un petit peu patient, de réduire un peu ses dépenses comme on a vu dans l'article. Puis finalement, les gens peuvent acheter. Fait que c'est possible. Voilà. C'est. Ça, je te parle des nouveaux prix. Là, pas avant la COVID. Là, il arrive, puis on peut acheter à 500 000 finalement. Exact. Fait que c'est cool, pareil. David, maintenant, disons que les gens ont trouvé leur mise de fonds et ont économisé, ont eu de l'aide de leurs parents. Et ils ont un bon pointage de crédit, un bon historique de crédit. Ils sont prêts à acheter. C'est quoi qu'ils doivent faire? Pour acheter? Oui. Okay, fait qu'ils ont tout en main. Tout en main.
Ils ont leur cash, ils ont leur mise de fonds, ils ont c'est d'appeler le courtier hypothécaire pour être sûr à 100% qu'ils ont tout en main. Puis après ça, d'aller chercher ta préapprobation. Pour être sûr à 100%. Fait que là, ça, c'est fait. Là. Le courtier hypothécaire est appelé. La deuxième étape, c'est d'appeler moi. Si tu m'appelles, je te trouve une maison. Non, mais c'est de faire affaire avec un courtier immobilier acheteur, idéalement. Le courtier immobilier acheteur va pouvoir, selon les besoins du client, il va pouvoir diriger les recherches de l'acheteur sur la bonne propriété. Fait que c'est de se lancer dans les recherches. Quand ça c'est fait, la personne a trouvé une maison, c'est de faire une promesse d'achat. Fait que là, c'est ça. C'est quoi une promesse d'achat, finalement? C'est super simple. Est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi une promesse d'achat, David? Avec plaisir, avec grand plaisir, Dragoche. OK, promesse d'achat. Ben, une promesse d'achat, c'est un document formel, légal. Si tu es avec un courtier immobilier, ça va être le document de l'OACQ, le document obligatoire dans le cas du résidentiel. Puis si c'est accepté, ça va lier les deux parties. Mais tu sais, des fois, les gens sont quand même mélangés. Tu sais, c'est quoi une promesse d'achat? Puis ça, c'est un document basé sur la bonne foi aussi. Tu sais, on prend le temps acquis pour que les gens sont toujours de bonne foi. Ben là, parce que là, c'est ça. Attends, tu m'avais dit ici. Et donc, pour que le vendeur et l'acheteur soient de bonne foi, ouais. C'est ce qui est important là, dans les bonnes foi, c'est le vendeur doit signifier toutes les informations pertinentes sur la propriété. Ouais, OK, mais c'est ça. Mais ça, c'est pas juste une suggestion, hein, c'est une obligation. Le vendeur est obligé de tout déclarer par rapport à sa propriété. Fait que dans le fond, c'est quoi être de bonne foi? On prend pour acquis. Mais dans la loi, c'est le même. On prend pour acquis que tout le monde est de bonne foi. Là, fait on prend pour acquis que personne a voulu frauder ou tromper l'autre personne. Tout ce qu'il dit, on prend pour acquis que c'était vrai et qu'elle elle part avec des bonnes intentions. C'est ça qu'on veut dire par de bonne foi. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand le document promesse d'achat est accepté, ça va lier, c'est un contrat légal, ça va donner un contrat de vente qui va lier les deux parties. Là, dans le fond, promesse d'achat, il y a un avant, un pendant, un après. Avant la promesse d'achat, ben, c'est de bien comprendre, premièrement, pourquoi faire affaire avec un courtier acheteur. Ça, on en a déjà parlé dans les autres podcasts. Oui, bien sûr. Mais rapidement, là, c'est parce qu'on va être sûr, est-ce que la propriété est au bon prix? C'est le premier élément le plus important. Dont aussi le deuxième, d'avoir tout lu, qu'est-ce qui avait été déclaré sur la propriété. Fait que ça, c'est avant même de faire les tests. Est-ce que l'acheteur a bien compris tous les éléments déclarés sur sa propriété, les problèmes potentiels, les problèmes qui pourraient peut-être baisser la valeur, puis est-ce que la maison est juste à valeur marchande? Est-ce que tu veux payer au bon prix? Tu vas être sûr que le lendemain, tu puisses la revendre le même prix pour pas que tu payes trop cher le prix. Fait que ça, c'est vraiment extrêmement important. Ça, c'est le travail du courtier immobilier qui va faire. Pendant, si jamais la promesse d'achat est acceptée, là, fait que dans le fond, ce qui est important pour ça, c'est de remplir les conditions, inspection, toutes les vérifications diligentes pour s'assurer que, parce que là, c'est là que l'acheteur va commencer à remplir ses conditions, parce qu'il n'y a pas nécessairement, oui, il a tout lu ce qu'il y avait à sa maison, mais c'est important d'acheter en toute connaissance de cause pour être protégé. Ça va protéger non seulement l'acheteur, mais aussi le vendeur. Pour des poursuites éventuelles. On veut s'assurer que tout se passe bien là, après la transaction. Puis finalement, après, là, après, OK, parce que là, tu m'as dit pendant. Parce que moi, je disais, on s'était monté un petit texte. Oui. Le vendeur peut refuser. Oui, mais là, c'est ça. Mais là, je disais pendant comme si c'était accepté, mais la promesse d'achat, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est que quand l'acheteur fait sa promesse d'achat, c'est que le vendeur accepte. C'est là que l'acheteur va pouvoir commencer ses délais, puis c'est là que ça va lier les deux parties. Le vendeur peut refuser. Si jamais c'est refusé, là, l'offre devient nulle, puis il n'y a aucune personne qui est attachée. Puis le vendeur peut aussi faire une contre-offre. Fait que là, il pourrait venir modifier des éléments dans la promesse d'achat. Puis là, rendu là, ça va être au tour de l'acheteur de dire est-ce que lui, il accepte, il refuse ou il fait une contre-offre. Puis s'il accepte, c'est là que les deux parties sont liées. Qu'est-ce qu'il y a dans la promesse d'achat? Ça va être le prix, qui est très, très important. Les conditions, fait que ça peut être les conditionnels au financement, inspection, toutes les conditions de vérification diligente qu'on peut ajouter, vérification de documents, puis aussi inclusion, exclusion, qu'est-ce qui est inclus dans la maison.
et tous les délais des conditions. Puis c'est là qu'il va y avoir un délai d'acceptation. Pendant ce temps-là, l'acheteur est lié durant ce temps-là si le vendeur l'accepte dans ce délai-là. Et vice-versa. Si le vendeur fait une contre-offre, il va y avoir un délai d'acceptation. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la promesse d'achat. Voilà. Puis c'est quand c'est accepté que ça va lier les deux parties, que ça va devenir un contrat de vente où l'acheteur va pouvoir remplir ses conditions. Okay. Annulation de la promesse d'achat. Ben, comment qu'on peut annuler? Mais en fait, on ne peut pas vraiment annuler parce que c'est un contrat légal. Hein? C'est vraiment ce qui va lier les deux parties. La seule façon d'annuler la promesse d'achat, c'est si dans les conditions qui ont été préétablies dans l'offre d'achat, c'est accepté, l'acheteur peut se désister pour X raison. Si, exemple, il se déclare non satisfait de l'inspection. Fait que c'est possible de se retirer de la promesse d'achat. Mais le vendeur, lui, ne peut pas décider d'annuler l'offre d'achat. La seule façon d'annuler, c'est qu'il n'aurait pas fallu qu'il accepte l'offre d'achat. À moins qu'il y ait une condition préétablie qui pourrait permettre au vendeur d'annuler pour une raison, là, mais il faut qu'il y ait les conditions pour ça. Fait que personne ne peut annuler l'offre d'achat, à moins que pour une raison valable. Puis si l'acheteur est de bonne foi et annule pour les bonnes raisons, tu peux mettre fin à l'offre d'achat avec les conditions qui le protègent dans ses vérifications diligentes. Puis finalement, là, tu parlais aussi, ça, je parlais pour les maisons résidentielles habituellement qui ne sont pas neuves. Oui, usagées, là, si on veut. Il n'y a pas vraiment de façon d'annuler, à moins qu'il y ait un élément significatif. Une condition. Une condition X là, qui permettait de le faire. Ouais. Dans les cas des maisons neuves, que moi je fais moins, c'est le contrat préliminaire de construction là, avec la GCR habituellement. L'acheteur aurait 10 jours pour mettre fin au contrat. Puis le vendeur, qui est le contracteur, souvent pourrait exiger 1,5 % de compensation si l'acheteur exerçait son droit. D'où l'importance de mettre des conditions de vérification diligente qui pourraient peut-être bypasser ça, sans la petite condition de ça. Moi, c'est ça que je ferais. Là. Je mettrais des conditions qui protégeraient l'acheteur. Là. Mais il y a une condition qui existe que ça pourrait être ça. Fait qu'en gros, c'est sa promesse d'achat. C'est un contrat de vente qui va lier les deux parties à partir du moment que c'est accepté. Et il va y avoir le prix, conditions et tous les éléments inclus dans la vente. C'est très bien expliqué, David. C'est notre premier essai avec la capsule rapide, si on veut. On va essayer de redonner mieux mon texte la prochaine parce qu'on l'avait modifié un peu. Là, fait que Exact. Non, mais c'est la ligne de conduite. Exact. Quand tu me poursuis en plus sur la promesse d'achat, je te shoot ça, il n'y a pas de trouble. Mais là, avec le petit texte, c'est comme un peu différent. Exact. Pour être structuré, pour que les gens puissent suivre. Définitivement. Donc, on a fait le tour, je crois. On a vu que les gens sont optimistes pour acheter des propriétés. Ils croient, ils veulent. C'est possible. Il faut juste avoir des standards trop élevés. Tu sais. Exact. J'en ai dernièrement des acheteurs, ils achètent un petit condo de 4,5. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui veut ça. Ça ne convient pas à tout le monde, mais tu sais, elle était capable de l'acheter facilement. La fille, elle l'achète toute seule. Tu sais, à 270 000. C'est sûr que dans le temps, c'était des maisons de cet prix-là, mais on n'est plus là. Fait que c'est possible d'acheter au Québec. Exact. Donc, quelqu'un qui ne s'est pas s'enligner, mais appelle un courtier hypothécaire ou appelle-moi, puis tu vas pouvoir te monter un plan, puis tu me rappelleras dans 1 an ou 2 quand tu seras prête. Exactement. C'est le processus le plus simple. Exact. Et donc, c'est ça. On a fait le tour. On a parlé de l'importance d'acheter, l'espoir que les milléniaux et les xéniaux ont pour acheter une propriété, la mise de fonds, le pointage de crédit et la promesse d'achat. Donc, on a vraiment fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter? Non, moi, c'est bon. Tout est pas mal dit. Fait qu'il y a de l'espoir, puis... où il y a de l'espoir, il y a de la vie. Exact. C'est possible, ça ne habite pas à Toronto, là. C'est ça, exactement. Ou à Vancouver. À Vancouver aussi, là. Ouais, on n'en parlera même pas. Là. Exactement. Ça, c'est the original. The original. Exact. Ouais, gros merci, David. C'était vraiment cool. Exact. Ça a été vraiment cool. Alors, c'est tout pour cette semaine. On vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci, bye bye. Ciao.